Pierre de Kayser, bonjour. Pour les chevaux du Sud et pour le monde du cheval et de l'équitation, qui est un site internet que nous animons avec mon complice François-Xavier Bigot, qui va faire des photos cette fois-ci. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler tourisme équestre avec beaucoup d'invités comme d'habitude. Je vais faire un premier tour des invités, ils ne vont pas parler, on va juste voir leur bobine sur l'écran. Et ensuite, eh bien, nous parlerons de tourisme équestre. À ma droite, et en partant de la droite, donc Yannick Guyot de Kela, qui est un professionnel du tourisme équestre, mais qui est également président du syndicat du tourisme équestre national des entreprises de tourisme équestre. À sa droite, Alexandra Baluto, qui est une professionnelle du tourisme équestre et qui arrive de Saint-Vivien, qui est en Gironde, Saint-Vivien du Médoc. Ensuite, nous avons Phoebe, qui maîtrise complètement une agence de voyage qui s'appelle Cavalingo. Nathalie Ondé, qui est aussi une professionnelle du tourisme équestre en Ile-de-France. Et Patrick Vignier, qui est un professionnel du tourisme équestre et qui arrive de Lyon. Avant de commencer à bavarder sur le tourisme équestre, peut-être une première information qu'ils n'ont pas. Nous allons traiter de l'avenir du tourisme équestre. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que nous voulions un peu débattre. En premier temps, on va passer un film. Il y aura 3 petits bouts de film pendant toute l'heure où on va rester ensemble. Et donc cette première partie, eh bien, je vous la laisse découvrir. C'est un premier film et on commencera à débattre. Les différents invités parleront de leur boulot, de leur boutique et de ce qu'ils font, parce que pratiquement aucun ne fait la même chose et pourtant c'est tout du tourisme équestre. Donc voilà, il n'y a qu'à y aller. C'est quand on veut. Ça par passion pour le cheval, l'envie très forte de faire découvrir ma région à des gens, ça c'est toujours mon grand plaisir d'essayer d'emmener des gens dans des coins que je connais, que j'ai pu repérer, sur des itinéraires que j'ai repérés depuis longtemps et de leur faire partager, essayer de leur faire partager au maximum ce que j'ai pu ressentir. Et essentiellement c'est de vivre avec le cheval pendant une semaine, 2 semaines, bon, voire plus longtemps si on voyage plus longtemps. Donc là, on va suivre le pied du Luberon jusqu'à Lourmarin. Celle-là. Allez. C'est parti. Donc là, nous sommes à ce carrefour. On va monter jusqu'au Mournègre, qui est le sommet du Luberon,
à 1125 mètres. On va marcher sur la crête, on va suivre cette piste qui est marquée d'ailleurs en équestre avec ce pointillé bleu. C'est beau la découpe des Alpines. Je fais comment moi là, hein? C'est bon là. Big. Voilà, nous revoilà avec... oh là, on nous tire dessus. Nous revoilà avec les chevaux du Sud pour parler un petit peu de tourisme équestre. Nous allons faire un tour de table et je vais demander à Yannick, non pas de se présenter puisqu'on sait que c'est Yannick Guyot qui est là, mais plutôt de présenter son job, comment il travaille. Et vous allez voir que dans le tourisme équestre, il y a des façons d'exister complètement différentes. Yannick, à vous de parler de votre... Alors moi j'ai un établissement en Bourgogne du Sud, dans le Charolais. Je fais de la randonnée de 2 à 5 jours, mais faire visiter le Charolais Brionnais, le Clunisois. Et je fais également de l'accueil de personnes pour leur faire découvrir le cheval. C'est-à-dire que je fais aussi bien du séjour que de la randonnée. Le séjour, on essaye de faire des séjours famille, de développer de plus en plus ce séjour famille. Mais la randonnée reste quand même le point essentiel de l'entreprise. Et bien sûr, en dehors de la saison d'été ou la saison où on peut randonner, on fait également école d'équitation. D'accord, très bien. C'est le Moulin de Vaux à Nauchy. C'est le Moulin de Vaux. Alexandra Baluto, qui est à Saint-Vivien, qui est un joli petit village à côté de la Gironde.
et donc, qui est en Gironde, Alexandra. Donc bonjour, Alexandra Baluto, guide de tourisme équestre, donc installée sur la presqu'île du Nord-Médoc. Et on effectue essentiellement une activité de randonnée équestre de 1 à 6 jours, en partie itinérante sur la base de séjours plutôt confort, avec une grosse saison touristique sur l'été puisqu'on est proche de la cité balnéaire de Soulac et de Montalivet. Est-ce que dans votre activité, vous avez des activités typiquement équestres ou c'est simplement de la randonnée? Alors nous, c'est effectivement 80% de randonnée équestre et sur la période hivernale, on va être tourné sur la formation professionnelle puisqu'on forme effectivement des jeunes sur les métiers professionnels et une petite activité Poney Club Centre Équestre. Bien, merci Alexandra. Phébé, je ne sais pas comment ça se dit. Phébé. Ah bah, Phébé. Voilà, mais tu peux te présenter, vous pouvez vous présenter, nous expliquer un petit peu vos activités. Tout à fait. Alors, Cavalengo, c'est un tour opérateur créé en 2009, basé à Fontainebleau. Donc, vraiment, l'idée, c'est de créer des voyages sur mesure pour aller à la découverte du monde ou d'une région de France avec le cheval. Donc, quand je dis avec le cheval, ça veut dire que ce n'est pas forcément à cheval, ça peut être toute une gamme de disciplines équestres qui vont de l'attelage à la randonnée, des découvertes de différentes disciplines équestres comme l'Amazone, le polo. Là récemment, on propose le ski joring, le tir à l'arc à cheval, voilà, donc le cheval sous toutes ses formes. Mais bien sûr, c'est l'aspect randonnée, tourisme équestre qui prime d'abord et qui s'adapte à tout profil. Donc on a aussi bien des familles, des cavaliers débutants, des cavaliers confirmés, des familles avec enfants et des gens qui viennent aussi avec des non-cavaliers et qui souhaitent aussi profiter d'un séjour avec d'autres activités pour ceux qui ne montent pas à cheval. Donc aujourd'hui, on travaille donc sur la France et sur une vingtaine de pays. On ne travaille pas avec beaucoup de partenaires, notamment en France, on travaille avec un réseau de partenaires. Donc ce qui est important, ce sont des guides qui sont propriétaires de leurs chevaux. Ça, c'est très important. Et puis on a toute une charte qualité par rapport aux chevaux, par rapport aux hébergements, par rapport aux prestations, l'accueil, etc., qui nous permettent vraiment d'identifier les partenaires avec lesquels on va le mieux travailler. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un réseau de partenaires chez qui on s'est rendu, qu'on connaît bien et avec qui vraiment on fait des choses sur mesure, on propose leurs prestations et puis les prestations qu'on aura créées ensemble voilà, pour faire découvrir encore une fois une région, le monde avec le cheval. Merci Phébé. Nathalie Ondé. Bonjour, donc je suis Nathalie Ondé, relais du Picotin, sud Île-de-France, à la limite de la Bourgogne et de la région centre. À seulement 1 heure de Paris, nous on fait 100% de tourisme équestre. Donc on se limite aux petites promenades d'une demi-journée pour les débutants, aux voyages de plusieurs jours et plusieurs semaines sur toute la France. Avec quelques produits régionaux, plus sur la Seine-et-Marne, et quelques produits à l'étranger, à peu près 2 fois par an. D'accord, de la formation, je crois que vous faites. Je fais également de la formation ATE en parallèle, toute l'année. C'est-à-dire que j'ai pas de session, les élèves arrivent quand ils arrivent et ils prennent la formation en route. Et surtout, on les met sur les chemins avec nous pour encadrer et apprendre le métier sur le terrain. Merci. Patrick Vignier. Oui, moi j'ai une structure au nord de Lyon, à Saint-Germain-en-Mont-d'Or. Donc nous faisons essentiellement du voyage et de la randonnée à cheval, avec aussi des demi-journées. On accueille un petit peu tous les publics, depuis le débutant jusqu'au cavalier confirmé. Et notamment, on développe beaucoup un concept de randonnée en liberté, sur lequel on réserve, on a des tracés sur lesquels on réserve les gîtes et qui sont ouverts à tout cavalier qui souhaite sortir sans accompagnateur et organiser lui-même sa randonnée. Alors c'est une nouvelle formule, on s'appuie beaucoup sur le GPS qui évite d'aller chercher les cavaliers à 2 h du matin dans les vignes. Et surtout, ça permet à des cavaliers qui ne sont pas à l'aise dans les spécificités du tourisme équestre et notamment en orientation, de pouvoir partir directement en randonnée. Alors ça se passe entre 2 jours et 1 semaine en général. Merci Patrick. Donc ce qui semble intéressant dans ce qui ressort, c'est que finalement tout le monde fait de la randonnée. La différence, c'est que par exemple Patrick fait beaucoup de location de chevaux, même s'il y a un GPS, c'est la location de chevaux. Je ne suis pas sûr que chez Yannick ça se fasse comme ça. Peut-être qu'on pourrait faire un petit tour pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Effectivement, au Moulin de Vaux, chez moi, on part toujours accompagné. Alors soit c'est des gens qui viennent pour faire de la randonnée avec nous,
soit aussi on accueille des cavaliers indépendants qui sont propriétaires de leurs chevaux et à qui on organise effectivement leur randonnée. Mais on ne loue pas de chevaux sans qu'ils soient accompagnés par un guide de chez nous, quoi. Alexandra? Non, chez nous, c'est essentiellement accompagné. Parfois, les habitués, on les laisse partir sur 2-3 circuits sur l'estuaire, entre autres, parce que nous, on a quand même la presqu'île qui a un périmètre de 40 km². Donc finalement, ils ont quand même peu de chances de se perdre. Mais c'est majoritairement avec un accompagnement, sachant qu'on a quand même une grande partie de clientèle étrangère. Phébé, le travail qui se fait avec les agences, il y a beaucoup de bruit sur le salon. Je ne sais pas si ça s'entend, mais il y a beaucoup de bruit. Vous travaillez avec des professionnels? Essentiellement sur la France, Oui. aussi bien l'étranger, vraiment des professionnels du tourisme équestre. En France, la plupart de nos partenaires sont guides de tourisme équestre, ATE, BPGEPS par rapport au métier. Et ils sont propriétaires de leurs chevaux. Ça, c'est très très important pour un aspect qualité, sécurité. Et puis vraiment la création du binôme magique entre le cavalier et son cheval sur une semaine, ça c'est vrai que c'est très important. Et je rebondis juste sur ce que disaient justement Alexandra et Yannick. Nous, au niveau des demandes, on a des demandes de propriétaires qui souhaitent randonner soit avec leurs chevaux, soit venir dans un groupe constitué. C'est rarissime qu'ils demandent à être en totale liberté avec leur carte. Ils demandent souvent l'accompagnement avec un guide. D'accord. Souvent parce qu'effectivement les lieux se prêtent, il faut vraiment être guidé si on ne connaît pas ou des fois on n'a pas la bonne cavalerie pour circuler dans les endroits comme ça. D'accord. Nathalie, ça se passe comment chez vous? Alors majoritairement, ils partent accompagnés. Oui. Dans certains cas, des cavaliers qui viennent régulièrement, qu'on a formés tout au long de l'hiver au secourisme équin, à la topo, partent seuls sur une journée, 2 jours, voire 3 jours. Sur certaines randonnées, il y a des groupes à part indépendants. On a également des cavaliers, ce que nous appelons indépendants, propriétaires de leurs chevaux, qui se joignent à nos activités. Et majoritairement, c'est encadré. On n'a pas vraiment de demande de randonnée, on va dire, sans encadrement. D'accord, merci. Patrick, en fait, il y a les deux chez vous. On part accompagner parce qu'il y a des randos organisés et les gens peuvent eux-mêmes s'organiser leur randonnée. Voilà, tout à fait. Alors nous un petit peu notre approche, c'est de dire qu'il y a des cavaliers qui ne sont pas propriétaires. Et en fait, on leur permet un petit peu d'agir comme s'ils étaient propriétaires, c'est-à-dire qu'ils prennent un cheval et ils le louent. Alors on fait extrêmement attention au réseau de gîtes, où en fait, là où ils sont accueillis le soir, ce sont souvent des gîtes qui sont cavaliers, sinon ce sont des agriculteurs qui ont l'habitude des animaux, et donc qui vérifient que tout va bien. Donc en fait, effectivement, ils redonnent en liberté, mais avec une grande assistance, que ce soit au niveau des tracés, avec des tracés évidemment qui passent partout et qui sont en sécurité, que ce soit au niveau de l'accueil dans les gîtes, sur la nourriture, etc. Ils sont toujours pris en charge avec des prêts qui fonctionnent. Et puis qu'on a aussi une cavalerie qui est tout à fait adaptée à ce type de randonnée. Nous allons repartir sur un petit film. Alors, il va vous surprendre ce petit film, mais évidemment vous avez compris que c'est volontaire. Et on parlera un petit peu après ce film. On va laisser partir le film numéro 2, qui est un film sur une activité qui est une activité prétendument de tourisme équestre, mais que quelques-uns renient, on va dire, c'est le trek. Donc on va voir quelques images sur le trek. Je crois qu'il n'y a pas de vérité en matière d'équitation. Hein, la seule certitude qu'on a, c'est d'être dans le doute. Et c'est ça, je crois, le rapport avec le cheval. Quand on est enfant et qu'on rêve d'être à cheval, on est ou cow-boy ou indien. Et on galope. On galope sur la plage, on galope dans la forêt en faisant you-you. Alors les dépistes extérieures, endurance, trek, c'est ça. C'est-à-dire que c'est d'abord la sensation, la recherche de la sensation qu'on espère enfant et qu'on retrouve après en montant à cheval. Et on va chercher à faire passer le plaisir d'être à cheval avant la technique. Maintenant, il est bien évident qu'il n'y a pas de réussite sans technique. Donc la technique n'est pas une finalité, mais elle est obligatoire pour réussir dans une discipline sportive. Le trek, 3 épreuves principales, le parcours d'orientation et de régularité, donc POR, la maîtrise des allures, donc galop lent, pas rapide, et le PTV, parcours en terrain varié, comprenant entre 16 et 18 difficultés en fonction du niveau de l'épreuve.
une arrivée. Dommage, c'est le mauvais chemin. Tu prends 50 points. Et le trek, c'est une discipline bonarde. Et les gens, ils ont envie d'être ensemble et de se faire plaisir. Et je ne pense pas qu'on puisse prendre plaisir au mauvais résultat du voisin. Ou bien, il faut changer de discipline. En randonnée, bien entendu, on peut avoir et dans les épreuves de POR et en randonnée, des descentes à faire d'un chemin à un autre ou dans une coupe de bois. Alors le conseil que je peux donner pour utiliser son cheval de trek le plus longtemps possible, parce que le rêve du cavalier, c'est de pouvoir finalement faire 10 ans, 12 ans avec le même cheval et avec le même plaisir. C'est de diversifier bien évidemment les activités de son cheval. C'est de ne pas mélanger le plaisir et la compétition. C'est-à-dire que 2, 3, 4, 5 épreuves de trek par an sur un cheval adulte, c'est bien. Aller randonner 3 semaines, c'est mieux. C'est-à-dire que ça permet d'avoir un contact différent avec son cheval, de le connaître dans des événements différents. Et c'est revenir à la base du travail. Un bout de film que l'on a donc sorti d'un film de Didier Parmentier, qui est animateur justement de tout ce que nous faisons ici. Alors ma question, elle est simple. Trek, tourisme équestre ou pas tourisme équestre? Qu'est-ce que ça vient voir, Yannick? C'est une question qui est compliquée quand même à répondre, parce qu'effectivement le trek est issu du parcours du cheval de randonnée qui était mis en place il y a déjà de nombreuses années par l'Anté. Après, effectivement, il y a des gens qui ont envie de la compétition, pourquoi pas. Mais le tourisme équestre, quand on dit tourisme équestre, c'est quand même, il y a le tourisme, c'est-à-dire la découverte d'un pays, c'est-à-dire la découverte de certaines activités, avec des gens qui ne sont pas forcément de la région, ils veulent venir découvrir quelque chose, donc les faire découvrir, c'est plus aller vers de la randonnée, que vers de la compétition. Mais la compétition, disons que le trek peut être une très bonne école, ça peut être très pédagogique pour apprendre justement un petit peu la technique de se déplacer en extérieur avec un cheval. Donc, moi je ne suis pas compétiteur, donc je ne pratique pas le trek, mais je ne vais pas jeter la pierre aux gens qui pratiquent le trek, c'est leur plaisir, pourquoi pas, hein. Le seul problème, c'est que le trek est devenu très compliqué aussi, est devenu très cadré, maintenant pour organiser un trek, il faut passer par la fédération, il faut avoir certaines autorisations, il faut que tous les obstacles soient à même distance, soient pareils, donc ça, c'est plus la découverte qu'on a connue il y a quelques années en arrière, quoi. C'est moins de jeux, quoi. Il y a moins de jeux. Alexandra, pardon, excusez-moi Yann. Pour nous, le trek est actuellement un très bon support pour la formation professionnelle. Voilà, donc effectivement, en centre de tourisme équestre, on ne se reconnaît pas forcément dans la discipline de trek. Moi, je l'utilise de plus en plus sur les élèves ATE et CQP. C'est formateur, les niveaux évoluent. Un certain niveau, ça commence quand même à être très intéressant. Et au niveau du POR, effectivement, ça incite les élèves à avoir une certaine technicité. Et sachant aussi que les diplômes de tourisme équestre, au niveau équestre, les niveaux ont énormément augmenté. Aujourd'hui, le trek, effectivement, permet de faire évoluer les cavaliers, finalement, en se rapprochant un petit peu plus des disciplines olympiques. Puisque si on regarde le trek à haut niveau, on commence à avoir des chevaux qui se rapprochent un petit peu des chevaux de complet. Trek, je le signale, pour ceux qui ne savent pas, c'est technique de randonnée équestre de compétition. Parce que chez nous, en France, on utilise beaucoup les sigles. POR, puisqu'on a parlé de POR, c'est parcours d'orientation et de régularité.
Donc voilà. Et PTV, dont parlait Jean de Châtillon, c'est un parcours en terrain varié. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour une agence de voyage par rapport à ça? Rapidement, justement avec la casquette organisateur de séjours découvertes, nous on propose des découvertes de trek d'initiation. Ah oui, donc c'est pas le côté compétition en tant que tel, mais vraiment découverte. Et là, les cavaliers aiment beaucoup parce qu'il y a ce côté finalement où on est toujours en extérieur, toujours dans la nature, et on se confronte à des obstacles toujours naturels, mais un petit peu plus organisés. Et il y a un côté fun, effectivement, qui plaît beaucoup. Après, effectivement, sur l'aspect compétition, là, c'est vrai qu'on est sur un autre niveau. Très bien. Nathalie? Nous, on est randonnée pure, hein. On n'est pas compétition. Donc, les élèves qui sont en formation ATEF, faut un trek dans leur formation pour voir ce que c'est, le découvrir. Oui. On organise des rallyes plus basés sur des PER tous les mois et on garde l'aspect ludique. On ne veut pas de compétition et le cœur du métier, c'est vraiment les chemins, c'est pas la compétition. Et on veut rester vraiment collé à ce métier. Ouais, ouais. Très bien, Nathalie. Patrick? Oui, en fait, Jean de Châtillon l'a très bien dit, et d'ailleurs c'est un peu un contre-exemple son film, puisqu'il nous explique que c'est d'abord un randonneur et après un trekker, et je pense que les randonneurs sont d'abord des randonneurs, et un cavalier qui veut pratiquer le tourisme équestre n'est pas un cavalier qui veut pratiquer la compétition de tourisme équestre. Et en fait, il faut bien faire la notion entre les deux. Est-ce que je veux faire du loisir, un petit peu comme les cyclotouristes, ou est-ce que je veux faire le Tour de France quand je fais du vélo? Et nous, les randonneurs, je trouve qu'on se retrouve plus dans ceux qui font du loisir et que l'objectif, c'est de se faire plaisir, bien qu'ayant la nécessité de connaître certaines techniques. Avant de continuer de voir encore un petit bout de film, je voudrais me tourner vers Yannick, mais non pas comme l'excellent professionnel qu'il est, mais comme le président du syndicat national des entreprises de tourisme équestre. Il y a je crois que c'est hier ou avant-hier, j'allais dire quelques jours, je discutais avec un membre du syndicat et nous parlions de tourisme équestre et il me dit, moi je ne fais pas de tourisme équestre, je fais du voyage à cheval. Et il y avait avec lui un de ses collègues qui disait, moi je pense que c'est plutôt de la randonnée à cheval que je fais. Alors peut-être que ça serait intéressant d'avoir un petit mot d'abord du président et puis peut-être des autres si ça les intéresse sur cette notion de tourisme équestre, randonnée à cheval, voyage à cheval. Mais, pardon, Yannick. Pour moi, que ce soit du voyage à cheval ou c'est du tourisme équestre. Le voyage à cheval, c'est du tourisme équestre, puisque déjà se déplacer c'est avec la découverte d'une région. Donc le voyage à cheval, c'est aussi du tourisme équestre. Et le tourisme équestre, c'est aussi du voyage à cheval. Je ne vois pas comment on peut opposer les deux. Alors le voyage à cheval, c'est quelqu'un qui va partir d'un point, par exemple, il va partir des Saintes-Maries pour se retrouver, je ne sais pas où, Rodez, en Alsace. En Aveyron. Non, mais en Alsace, là, il aura fait du voyage à cheval parce qu'il va avoir traversé la France, voire nos grands prédécesseurs qui ont fait aussi des voyages à l'étranger, qui sont partis de France, qui ont été en Israël, et ils ont fait du voyage à cheval. Mais ça, c'est aussi du tourisme équestre. On ne peut pas dire que ce n'est pas du tourisme équestre. Mais la personne qui va prendre des gens et qui va leur faire découvrir en 2 jours, 3 jours la région de chez eux ou une autre région, c'est aussi du tourisme équestre. Je ne vois pas comment on peut opposer le voyage à cheval et le tourisme équestre. C'est deux choses, c'est une même chose, quoi. C'est du tourisme équestre. C'est une découverte d'une région, c'est une découverte d'un lieu, c'est une découverte, je ne sais pas, de la faune, de la flore, avec un cheval comme moyen de locomotion, avec quelqu'un avec qui on a beaucoup plus d'affection qu'avec une bicyclette. Je sais pas, mais vivre avec son cheval, c'est quand même autre chose que vivre avec sa moto. Avec son vélo. Hein, ou son vélo. Avec son vélo. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Oui, Patrick. Oui, alors j'ai traversé l'Europe à cheval. Et en fait, la différence entre la randonnée et le voyage, c'est que dans le voyage, on lave son slip tous les soirs et qu'en randonnée, on en met 10 dans la sacoche. Est-ce qu'il y a... Non. Bien, on va se retourner vers Yannick. Un syndicat de tourisme équestre, ça sert à quoi? Est-ce que c'est né il y a longtemps? Parce que il me semble me souvenir qu'il y a 10-15 ans, il n'y avait pas de syndicat, mais peut-être il n'y avait pas vraiment de métier, on ne sait pas. Comment ça fonctionne? Pourquoi un syndicat? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il ne faut pas dire qu'il n'existait pas. Il y a longtemps qu'un syndicat du tourisme équestre a existé, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de
c'était l'époque de l'Anté où on était plutôt, c'était de la camaraderie, on était tous un petit peu dans le même bateau, mais peu à peu on s'est aperçu qu'il y avait besoin de défendre un métier, le métier du tourisme équestre, qui est un véritable métier, parce que quand on forme nos gens, on forme des ATE, on forme surtout maintenant des formations professionnelles qui sont les CQP, les certifications de qualification professionnelle. On forme des gens pour aller vers le tourisme équestre, pour ramener des gens en toute sécurité avec une cavalerie qui est adaptée, qui sera éduquée. Et le syndicat a été là aussi pour défendre les diplômes et défendre notre métier, parce qu'on voit qu'il est un peu attaqué de tous les côtés, où on a l'impression que le tourisme équestre, c'est quelque chose un petit peu particulier, un petit peu, c'est une équitation de seconde zone. Or, c'est pas vrai, puisqu'on, comme le disait tout à l'heure Alexandra, on forme quand même nos futurs cadres, les futurs professionnels du tourisme équestre sont formés quand même à l'équitation. Ils sont des vrais cavaliers, mais des cavaliers pour aller vers l'extérieur et non vers la compétition. Beaucoup sont étonnés quand on leur présente la filière ou la branche tourisme équestre aujourd'hui, parce que beaucoup ne comprennent pas ou ne savent pas qu'il y a un syndicat, mais qu'il y a aussi des grilles de salaire, qu'il y a également une commission paritaire. C'est quoi une commission paritaire? Ça sert à quoi? Alors, la commission paritaire, c'est une commission nationale déjà, c'est la CPNE, Commission paritaire nationale pour l'emploi. Donc c'est justement cette commission. Alors, paritaire, ça veut dire qu'elle est à parité avec les employeurs et les salariés, et que dans cette commission paritaire, on met en place, justement, on cherche un petit peu l'emploi, quelles sont les possibilités d'emploi, et pour répondre à ces emplois, quelles sont les formations qu'il faut mettre en place. Donc, c'est le rôle de la commission paritaire, donc le rôle des organisations professionnelles, de mettre en place les formations professionnelles. Et autour de la table, il y a aussi Alexandra qui participe à la CPNE des entreprises équestres, et on a des réunions assez souvent justement pour défendre, nous au sein de cette commission, défendre notre métier de professionnel du tourisme équestre. Une dernière question sur ce sujet. Comment on pourrait dire ça? L'idée générale de beaucoup de gens qui ne sont pas dans le milieu, c'est de dire on est mal payé dans l'équitation en général, dans le tourisme équestre en particulier. Sous-entendu, par exemple, qu'il n'y aurait pas de grille de salaire. Est-ce qu'il y a une grille de salaire? Alors, on ne peut pas dire qu'on est plus mal payé que dans les autres professions, parce qu'effectivement, il y a une grille de salaire qui a été révisée justement là, dernièrement, avec une augmentation de 1,1% sur la dernière grille de salaire, et il y a une grille de salaire qui est justement ajustée en fonction du niveau d'emploi dans chaque entreprise. Et donc, il y a des conventions collectives, et ces grilles de salaire sont applicables dans toutes les entreprises de tourisme équestre comme dans les entreprises équestres, puisque c'est la même grille de salaire, aussi bien pour les centres équestres traditionnels classiques que pour le tourisme équestre. Un dernier mot, parce que avant que l'on soit à l'antenne, comme dirait Patrick Boisvord d'Arvor, on parlait des choses, et justement le sujet c'était la lutte, et le sujet principal c'était la TVA. C'est quoi cette histoire de TVA? Alors l'histoire de TVA, c'est une histoire qui n'est pas encore résolue, parce qu'on n'a encore actuellement aucune certitude sur les TVA qui devaient venir, puisqu'il devait y avoir des nouvelles discussions au niveau européen qui n'ont encore rien donné. Là, on n'a pas vraiment de nouvelles de savoir comment va se passer la TVA pour 2015. On sait que pour 2014, on a des cotes mal taillées, plus ou moins un tiers, deux tiers, en fonction de l'utilisation des équipements. En fonction aussi des adhésions qui avaient été prises avant le 1er janvier 2014, des pensions dont les contrats avaient été faits avant le 1er janvier 2014, mais on arrive à échéance là. Et on ne sait pas pour 2015 comment on va pouvoir fonctionner. Si je comprends bien, et je passe la parole à Nathalie, ce qui est en train de se dire, c'est que la TVA n'était pas à 20% comme aujourd'hui, mais elle était à un autre taux, que finalement elle est remontée parce que les taux intermédiaires ont été remontés, et que le problème c'est d'être passé d'un taux bas
à un taux normal. Non, on est passé d'un taux réduit, qui était un taux à 5,5, qui est passé après à 7, qui devait passer à 10, et pour nous, il est passé à 20. Ce qui fait qu'on a eu 13% d'augmentation, en gros, en moyenne, pour l'année 2014. Ce qui a ramené des difficultés complémentaires sur nos petites entreprises, surtout en milieu rural, où bon, déjà, il y a des difficultés avec la crise, on commence à la ressentir. Et là, la TVA en plus, c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui ont déjà commencé à mettre la clé sous la porte. Hein. Nathalie voulait intervenir et tout de suite après Nathalie, on passera le dernier film qui concerne les petites randos, qui se fait, pas une petite d'ailleurs, qui concerne une rando qui se fait en Gironde. Nathalie. Oui, pour le problème de la TVA, Yannick l'a soulevé plusieurs fois, on parle d'équipements sportifs. Or, nous, notre travail, c'est sur les chemins. Les chemins, ils ne sont pas répertoriés comme des équipements sportifs et très souvent, on est considéré comme à part. C'est-à-dire que les dispositifs qui sont mis à place, vont vous parler de manège, de carrière, de manège couvert, de tout ce que vous voulez, mais les chemins, on n'est pas concernés, on est vraiment à part et puis on nous oublie à chaque fois. C'est bien dommage parce qu'on représente quand même une clientèle potentielle, des gens qui viennent se faire plaisir chez nous, des entreprises, des emplois, mais ça, on n'en parle pas. Merci Nathalie. Eh bien, si le dernier bout de film veut bien se mettre en route, il n'y a aucune raison parce que les techniciens sont extrêmement compétents. Donc, nous allons regarder cela. La Gironde. Alors, on peut essayer de les attraper tous, le premier que vous arrivez à attraper. D'accord. Alors, tu peux nous dire à qui tu as attribué qui? Parce que là, pour l'instant, on a pris au hasard. Hein. Très bien. Ben, ça va, il y a une bonne donne. On se met les uns derrière les autres pour le départ. Alors, n'hésitez pas à les réveiller. Hein. Durant ces 3 jours, les randonneuses découvriront la presqu'île du Médoc, entre estuaire de la Gironde et océan Atlantique. Oh ouais. Donc, elle ne boit pas de café. Ah! Parce que c'est interdit. Alors, j'ai de l'orangina, c'est Coca ou Perrier. On va s'arrêter vers la clôture. Là, on est dans le chai à barrique. Ouais, c'est beau ça. Ça veut dire que votre vin, il vieillit en barrique systématiquement? Oui, il vieillit 1 an en fût de chêne. Merci beaucoup pour cette super visite. Bon appétit, mangez bien et bonne balade pour cet après-midi. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Après ce petit moment de détente, les cavalières reprennent la route à travers le vignoble. Ça va derrière? Pas trop. C'est dingue. Pour cette fin de journée, Alexandra a prévu une dégustation au château Louden. Le domaine est situé sur une colline au bord de l'estuaire de la Gironde. On trinque à cette belle randonnée? Super. Ah bah tu vois que tu peux être gentil, toi. Un réseau de nombreux canaux comme celui-ci permet à l'eau des terres de Matte d'être évacuée vers l'estuaire de la Gironde afin de maintenir ces terres immergées. Bon alors dis-moi, ce phare de Richard, il est pas très haut? Oui, alors son utilité a été assez limitée dans le temps. Ouais. Il a vite été dépassé. Et donc maintenant, il sert juste de décoration. Ah, maintenant, c'est devenu un petit musée. Tout est prêt comme d'habitude. Hein. Alors, voilà le fameux grenier médocain. Alors, c'est quoi sous le cornichon? Bah, c'est à base de panse. Panse de porc. C'est dur, on a une vue sur les fesses là, direct.
Ah, il y a du vent, ça devrait être. Ouh, ça y est, on y est. Ah, déjà? On y arrive. Oh, la vue. Bon allez les filles, il faut qu'on rentre. Parce que j'ai une petite surprise à l'arrivée au Hara. Et tous les jours, une surprise. Ouais. Et l'estuaire, on le retrouve demain? Oui. Donc on lui dit pas au revoir. La magie de la randonnée, c'est que tout soit prêt au bon moment et que tout ce travail en amont soit fait et que les gens s'imaginent que les chevaux sont prêts le matin à 8 h. Il n'y a pas eu 2 heures de préparation avant, les véhicules sont arrivés là par magie. C'est un petit peu comme au cinéma, c'est un rendu. C'est requinqué par une bonne nuit de sommeil que les randonneuses s'apprêtent à entamer une 3e et dernière journée. On est déjà sur la plage? Eh oui, encore une surprise. Ah, c'est chouette. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est beau là. Allez, on continue notre chemin. Ok. Dans le Médoc, le rivage de l'estuaire de la Gironde est beaucoup moins attrayant et touristique que la côte atlantique et ses grandes plages de sable. On n'a pas un métier facile, hein. Ça, c'est sûr, il y a plus malheureux. Un plaisir pour qui sait apprécier le calme de cet espace marécageux. En plus, le paysage là, attends, c'est la carte postale. Ouais. T'as vu ça? Ah, c'est vraiment sympa. Ça brille tellement, t'as l'impression qu'il y a de l'eau. Alors, monsieur Pibalou? Elles sont énormes. Elles sont magnifiques. Les cavalières déjeunent au Verdon, le village le plus au nord de la pointe du Médoc. Un dernier repas toutes ensemble avant le galop sur les plages de l'Atlantique. Un dernier frisson avant la fin de l'aventure. C'est tranquille, ça oui. Allez, allez. C'est quoi le phare là-bas? Ça, c'est le phare de Cordouan. C'est le phare, le vrai phare qui donne l'entrée dans l'estuaire et qui fonctionne pour de vrai. Celui-là, il est pas trop petit alors. Ah non, celui-là, il fonctionne. Ouais, c'est pas celui-là comme ça, il est cher. Celui-là, si demain on l'enlève, Pas 63 marches quoi. Ouais. Nous revoici sur le plateau télé du Salon du Cheval de Paris, Villepinte 2014, en compagnie donc d'acteurs très très importants, pour ne pas dire les plus importants du tourisme équestre en France. Et peut-être parce qu'on va évidemment arriver vers la fin, j'avais récupéré deux, trois chiffres dont on reparlera parce qu'on a une petite réunion le vendredi ici, festive, une réunion festive on appelle ça. Et donc nous avons récupéré quelques chiffres. D'abord parce qu'il y a un site qui s'appelle Guide touristique équestre qui aujourd'hui fonctionne pas mal. Et puis parce que nous travaillons avec je ne sais pas si on peut dire une association qui s'appelle Equiresources et qui s'occupe de l'emploi. Alors donc juste 2-3 petites informations. Premièrement pour dire que entre 2013 et 2014, eh bien, on a le chiffre des gens qui sont allés sur le site a doublé. C'est-à-dire qu'on est aux environs de 10 000 aujourd'hui, on était à 5 000 l'année dernière. Le nombre de personnes qui sont allées dessus aussi, puisqu'on est autour de 9 000 au lieu de 5 000. Et puis le nombre de pages vues, elle était à 17 000 en 2013 et elle est à 27 000, presque 28 000 en 2014. Voilà, donc il y a une chose aussi très importante, on a comptabilisé 217 entreprises de tourisme équestre, ce qui ne fait pas beaucoup en France aujourd'hui. Mais le chiffre intéressant, c'est que le SNET, le syndicat qui lui a entre 90 et 100 adhérents, est extrêmement représentatif. Ça n'existe nulle part ailleurs, à part chez nous, à part le tourisme équestre, où il y a la moitié de représentants, donc c'est très très bien. Et puis, une dernière information,
pour dire que les emplois qui sont le plus demandés, donc il y en a 4 ou 5 ou 6, et les répartitions cette année 2013, pas 2014, c'était sur 1500 emplois qui ont été demandés. Il y en a 407 qui sont pour des centres équestres, il y en a 332 pour les courses de galop, il y en a 135 pour le loisir de tourisme, donc dans lequel nous sommes inclus. Donc il y a, et l'accompagnateur qui était, je dis bien accompagnateur, hein, je ne dis pas ATE, je dis accompagnateur, qui sont demandés, parce qu'aujourd'hui, je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs diplômes qui concernent l'accompagnement, entre autres un certificat de qualification qui prend de plus en plus d'importance. Et donc, et on est 5e au top. Sur le nombre d'emplois demandés, donc le tourisme équestre a beaucoup évolué. Voilà. Peut-être un dernier petit tour de table, puisque ma question c'était quel avenir pour le tourisme équestre. Donc on va faire le tour, et puis chacun va donner son avis sur l'avenir du tourisme équestre. Yannick Guyot de Quéla. L'avenir du tourisme équestre est celui que fera les professionnels, parce qu'il faut qu'ils se prennent en main. Parce qu'il ne faut pas attendre de s'appuyer sur d'autres structures. Les professionnels doivent se prendre en main. Ils ont commencé, puisqu'ils ont mis en place leur formation. On fait maintenant des véritables formations professionnelles de gens dont on a besoin sur le terrain. Tu venais de parler des CQP, des certificats de qualification professionnelle, qui sont mis en place par la profession, qui sont aussi formés par des gens de la profession. Ce qui fait qu'on a, au bout du compte, des gens qui seront formés pour venir travailler aussi bien dans nos entreprises que monter leurs propres entreprises de véritable tourisme équestre. Et je pense que l'avenir, c'est nous, c'est surtout eux, les jeunes, là, qui doivent prendre leur métier en main et le porter et essayer de le développer de plus en plus et de porter haut et fort l'image du tourisme équestre. Alexandra Baluto. L'avenir du tourisme équestre, moi je le vois plutôt bien, malgré tous les aléas de la crise, de la TVA. Voilà, faut y croire, on a quand même un beau métier. C'est sûr que quand on s'investit comme ça, faut y croire, hein, parce que si on se lève le matin qu'on pense que tout est fini, on ne tiendra pas encore 20 ans. Il y a du public, on est dans le développement de tout ce qui est activité verte, activité environnementale, tout ce qui est lié au développement durable. Je vois dans notre région avec des nouveaux venus à l'équitation aussi, on a des Russes, on a des Américains, on a des Chinois qui sont sur le marché, avec des prestations à créer, à proposer qui sont beaucoup liées à l'œnotourisme et surtout le fait, comme on dit tout à l'heure, notre métier c'est du voyage à cheval. On est quand même en France. On a les plus beaux monuments du monde, quoi. Donc le tourisme équestre, il est inépuisable. Après, à nous être suffisamment créatifs, à se défendre, et puis toujours essayer de se créer un petit réseau au niveau commercial. Parce que ce qui est difficile pour nous, c'est effectivement d'avoir des structures à gérer, des piquets de 30 chevaux. Mais à côté de ça, on travaille aussi avec beaucoup de gens, comme des agences de voyage, comme avec des partenaires sur des comités d'entreprise, avec des gros châtelains aussi pour ma région. Donc tout ça, voilà, c'est un réseau de gens qu'il faut arriver à... une grande famille qu'il faut arriver à créer pour que finalement tout le monde arrive à travailler. Parce que si on reste seul, comme nous, au fin fond du Médoc, effectivement, on est mort, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on est à Paris. Merci Alexandra. La voyagiste. Justement, pour rebondir sur ce qui a été dit à l'instant, c'est vrai qu'on voit aussi que l'offre attire de plus en plus de monde et des profils différents. Comme l'a dit très justement au début d'émission Yannick, la famille, le profil de la famille avec des enfants ou qui ont envie de passer du moment ensemble avec le cheval, ça c'est clairement en augmentation. La population étrangère, bien sûr, on a un très très beau pays. Hein, de plus en plus, les régions aujourd'hui apprennent à se vendre, à mettre en avant leurs atouts. Et justement, les atouts nature, le tourisme nature est en pleine explosion continuelle depuis plusieurs années. Et on a le vélo, la marche, et le cheval a une vraie place à prendre. Nous, on a aussi une population en augmentation, c'est la population qui n'est pas cavalier.
les gens qui ne sont pas cavaliers, qui souhaitent découvrir l'équitation en extérieur. Et grâce à un réseau de professionnels et le côté d'être flexible et pouvoir faire des choses sur mesure pour offrir différents niveaux de prestations au tourisme équestre, ça c'est une vraie garantie d'offre. En tout cas, de notre point de vue, c'est vraiment une activité qui va continuer à se développer. Les gens sont de plus en plus friands du tourisme nature et le cheval est totalement représentatif de ça, hein. Être dans la nature avec un cheval, découvrir des lieux, des gens, on a un contact qu'on n'a pas autrement, ça c'est sûr. La difficulté, c'est aussi que les infrastructures parfois touristiques ne sont pas toujours totalement adaptées. Je pense à toi Nathalie, parce qu'on est dans la même région. Donc on se confronte souvent à une difficulté aussi d'hébergement pour les professionnels, quand on a envie de créer différentes choses. Donc je te passe tout de suite d'ailleurs le micro. Voilà, donc Nathalie. Oui, nous, dans notre région, c'est vrai que je vais un peu rebondir sur tout le monde. L'avenir du tourisme équestre, c'est nous qui allons le faire, c'est pas les autres qui vont le faire pour nous, c'est certain. C'est à nous de monter notre réseau. Et je vois par exemple dans notre région, les gros endroits touristiques, on a un accueil qui est détestable, qui est exécrable. Mais dans les petits endroits, les petites caves, les petits châteaux, les petits parcs animaliers comme le parc des félins, là on a un accueil extraordinaire. Et quand on leur dit, on arrive avec des Français, on arrive avec des Québécois, on arrive avec des gens étrangers, l'accueil est là. Et là, on nous reconnaît. Vous savez voyager. Et autre point pour le tourisme équestre, je pense, c'est que nous tous, notre savoir, on pourra l'exporter. Parce qu'il y a beaucoup de pays au monde qui voudraient avoir nos savoirs et nos connaissances. Bien, bien. C'est Nathalie, alors, elle est... Patrick. Oui, alors moi, un petit peu après tout ce qui s'est dit autour de la table, c'est qu'en fait, le tourisme équestre est une véritable alternative équestre. C'est-à-dire qu'il y a eu une offre très importante et qui s'est beaucoup développée, dont on a parlé, qui est l'équitation de compétition. Et en fait, on sent une forte demande d'équitation de loisirs. Et c'est vraiment ce que peut offrir le tourisme équestre. On a beaucoup de cavaliers qui, après avoir fait de la compétition, ont envie plutôt de s'amuser, de se faire plaisir et de passer des semaines sympas. Et le tourisme équestre va beaucoup se développer sur ce créneau-là également. Il ne m'a plus resté qu'à remercier tout le monde. Je fais deux choses à la fois, donc c'est un peu compliqué, paraît-il, pour les garçons. Donc je vais remercier tout le monde, tous les participants, bien entendu. C'est important pour tout le monde de pouvoir parler du tourisme équestre, d'autant que ce type d'émission, on va appeler ça comme ça, et bien toute l'année on la retrouvera sur les réseaux sociaux, et puis tout le monde pourra avoir ce bout de film puisqu'on pourra le récupérer. Voilà, merci encore une fois au Salon de Paris, puisque c'est le seul qui ont compris que c'était important ce type d'activité. Et comme c'est toujours très difficile parce qu'il faut qu'ils mettent un peu des sous. Donc vraiment, merci. Merci aux techniciens qui sont excellents. Et puis bravo à tous. Si le tourisme équestre, c'est l'avenir, tant mieux pour tout le monde. Vous avez compris, vous avez vu passer mon livre il y a 2 secondes. Mon métier, c'est de parler des métiers. Donc tant mieux, merci à moi-même pour parler des métiers. Donc c'est parfait. Bonne journée à tout le monde et puis à la prochaine sans doute.